Il est à l'origine de nombreuses routes commerciales, il était considéré comme l'un des produits les plus luxueux de l'Antiquité et l'UNESCO a classé l'une des terres qu'il a vu naître dans le patrimoine mondial de l'humanité. Je veux bien entendu parler de l'encens, cette gomme résine aromatique extraite des arbres de genre Boswellia depuis plus de 6000 ans. Les Boswellia sont des arbres de la famille des Burseraceae, une famille qui contient un autre genre d'arbres donnant un produit tout aussi mythique, le genre Commiphora duquel on extrait la myrrhe, dont l'histoire est tout aussi ancienne que celle de l'encens. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'encens, l'offrande portée par Gaspard, le roi mage venu d'Asie. Je ne suis pas très calé en théologie, mais le fait que Gaspard vienne d'Asie sert mon propos, puisque c'est principalement en Asie qu'on trouve le genre Boswellia. Et qu'on s'entende bien, la péninsule arabique fait partie de l'Asie, car la terre de l'encens, classée par l'UNESCO, est située justement dans la péninsule arabique, dans le sultanat d'Oman, une région totalement modelée par la culture et le commerce de l'encens. L'encens est également utilisé dans une autre région d'Asie, l'Inde, où il est même considéré comme une des premières substances médicinales de l'humanité. On raconte que c'est en observant les éléphants se nourrir des branches du Boswellia que les Indiens se sont intéressés à cet arbre. Si un animal aussi robuste et majestueux que l'éléphant se nourrissait de cet arbre, alors cet arbre devait être digne d'intérêt. On commença donc à brûler de l'encens avec l'espoir que l'arbre transmette sa force et par la même occasion permette de communiquer avec les dieux. L'encens a d'abord été utilisé à des fins spirituelles avant de devenir une substance thérapeutique à part entière. Les Égyptiens, qu'on considère souvent comme les plus grands parfumeurs de l'Antiquité, utilisaient l'encens pour fabriquer leur kifi, un parfum sous forme solide qu'ils faisaient brûler en l'honneur du dieu Ré. Les Égyptiens considéraient que chaque ingrédient, y compris l'encens, avait des propriétés magiques. Au final, bouddhisme, hindouisme, christianisme et bien d'autres, toutes ces traditions ont utilisé l'encens à des fins spirituelles. Dans toutes les cultures, l'encens est vu comme quelque chose permettant de relier l'humain au divin. Si l'encens a fait partie des premières substances thérapeutiques de l'humanité, ses propriétés sont encore utiles aujourd'hui. On l'utilise aussi bien en teinture qu'en huile essentielle, et c'est sur cette dernière qu'on va se pencher aujourd'hui. On fera juste attention qu'il existe plusieurs espèces de Boswellia. On a le Boswellia sacra, qu'on trouve plutôt dans la péninsule arabique, dans le sultanat d'Oman et au Yémen, ainsi qu'en Afrique, en Somalie. Il y a une autre espèce qui est très recherchée, c'est Boswellia carteri, cultivée essentiellement en Somalie et sur une île du Yémen. L'Inde, par contre, en produit à partir de l'espèce Boswellia serrata. Quelle que soit l'espèce, la partie distillée est la gomme résine obtenue après incision de l'écorce. Par l'incision s'écoulera une résine blanche à l'arôme agréable qui finira par devenir jaune en durcissant. Contrairement à beaucoup d'huiles essentielles, on a plutôt un bon rendement sur cette huile puisqu'on peut espérer des rendements autour de 10%. L'huile essentielle est principalement composée de monoterpènes avec en tête de file l'alpha-pinène et le limonène, ainsi que quelques sesquiterpènes. Je rappelle, si vous n'êtes pas familiarisé avec les familles chimiques de l'aromathérapie, je vous renvoie à ma vidéo qui vous les présente sans avoir à connaître la chimie. C'est par ici. Concernant ses propriétés, on a clairement une dualité physique et mentale. Il serait étonnant qu'on l'utilise depuis la nuit des temps dans différents rites religieux sans qu'elle ait la moindre action sur le mental. Commençons par l'action sur le physique. C'est une huile anti-inflammatoire, cicatrisante et régénérante cutanée, antalgique, décongestionnante. On peut vraiment l'envisager dans des synergies contre les douleurs qui touchent l'appareil ostéomusculaire, comme des tendinites, les plaies ligamentaires ou tendineuses, les rhumatismes ou en cas de fibromyalgie par exemple. Ces propriétés régénérantes cutanées font qu'on pourra y penser en cas de plaies, de rides, d'ulcères ou de cicatrices. Ces monoterpènes apporteront des propriétés anti-infectieuses et immunostimulantes, tout comme expectorantes, mais ce ne sont pas vraiment les propriétés que j'irai chercher dans cette huile, sauf si je la rajoute volontairement pour associer une activité sur le mental dans ma synergie. En fait, sur la partie physique, je la trouve surtout intéressante dans tout ce qui touche l'appareil ostéomusculaire. Et si les douleurs ont une composante mentale, alors là, elle sera vraiment intéressante. Mais c'est vraiment son action sur le mental qui est intéressante. Car oui, elle a vraiment ce côté zénifiant, ce côté apaisant qui nous prépare à la méditation ou à la contemplation. On peut dire qu'elle assouplit, qu'elle dénoue, qu'elle détend, elle libère de la tension nerveuse. Quand on la sent et qu'on se laisse emporter, on comprend facilement son intérêt dans les différents rites religieux. Ce qui est assez surprenant, c'est sa capacité à aider au lâcher-prise tout en gardant une forme d'ancrage, ce qui en fait une huile très pertinente pour favoriser la créativité, pour gagner en concentration quand on étudie. Comme le laurier noble, elle aura une tendance à favoriser la confiance en soi, mais sans excès, juste ce qu'il faut pour se sentir à l'aise pendant un examen par exemple. Par contre, en soins palliatifs, elle aidera à accompagner en douceur la fin de vie en favorisant le lâcher-prise. Elle sera intéressante aussi bien pour la personne en fin de vie que pour la personne qui doit faire face au deuil.
Cette capacité à lâcher prise pourra également être utile en cas de tristesse chronique, de dépendance affective, d'addiction, de jalousie ou d'envie compulsive. On pourra également l'envisager en cas d'angoisse accompagnée ou non d'hyperémotivité. C'est une huile qui apportera une aide certaine dans la prise en charge de la dépression et de l'anxiété. Au final, on peut dire que c'est une huile essentielle aussi intéressante pour les plaies du corps que les plaies de l'âme. Je pense que c'est une huile qui fera de plus en plus parler d'elle dans le cas de dégénérescence cérébrale puisqu'elle va aider à lutter contre la perte de mémoire et s'associera à merveille dans ce cas avec le romarin acénéol. Des études récentes commencent également à lui trouver une place en cancérologie puisqu'elle est capable de détruire certaines cellules cancéreuses. Affaire à suivre. Côté contre-indication, on la déconseille les 3 premiers mois de grossesse et on conseille de la diluer pour l'application cutanée. Suivant les cas, il sera nécessaire d'adapter la dilution à l'état de santé de la personne. Son utilisation par voie orale est possible, mais c'est surtout en diffusion et par voie cutanée qu'elle trouvera toute sa raison d'être. Je rajouterai que la distillation par vapeur d'eau ne me permet pas d'extraire les acides boswelliques qui sont hautement anti-inflammatoires. Ce qui fait qu'on a tendance à penser que l'extraction des principes actifs par CO2 supercritique est plus efficace car elle pourra bénéficier de ces fameux acides. Néanmoins, l'huile essentielle obtenue par distillation à vapeur d'eau possède quand même des propriétés anti-inflammatoires intéressantes. Sans être indispensable, c'est vraiment une huile à connaître, relativement facile à utiliser et qui peut avoir de grands effets. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.